trois communications extrêmement riches. Je me dis qu'après coup, ça aurait été peut-être autrement intéressant de faire ça dans le sens, contraire, chronologiquement parlant, mais je trouve qu'il y a effectivement dans la dimension chronologique qui regroupe les trois interventions, la question aussi de la production de l'image, la production, est-ce possible ou non de produire une image des cités, donc quelque part une réponse positive dans la dernière communication, mais qui est remise en question par les précédentes communications. Voilà. Ça me semble à la fois très divers et plein quand même de passerelles, de choses qui se recoupent. J'ouvre la séance aux questions. Est-ce que vous voulez revenir sur l'estrade pour répondre? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On n'a peut-être pas besoin du micro, je ne sais pas. Vous allez crier, n'est-ce pas? Très bien. Par rapport à la dernière intervention, Boris de alors je vois bien que vous vous arrêtez à 1960, c'est le cadre de votre étude, mais ce qui m'a intéressé de savoir comment, vous avez à peine évoqué, comment ce centre aujourd'hui est habité et comment il est pratiqué par ses habitants, ses usagers, s'il est resté tel quel, qu'il a été modifié. Donc il y a en fait une vraie modification de la morphologie urbaine, parce que les gratte-ciel existent, sont toujours le centre urbain de Villeurbanne. La municipalité elle-même produit toute une série d'images par rapport en fait, à ce centre-là. Au niveau des représentations du retour des habitants, mais je dirais dès les années 40 et aujourd'hui aussi, puisque je travaille à Villeurbanne, je connais assez bien, c'est que justement ça apparaît vraiment comme un grand ensemble très beau évidemment, mais qui ne correspond pas non plus à la réalité du terrain. C'est-à-dire que les habitants investissent le lieu parce qu'il y a un théâtre, parce qu'il y a tout un ensemble en fait, de fonctions administratives, et donc ils y viennent, mais en réalité il y a un fonctionnement aussi par quartier qui est aussi très important, qui fait qu'il y a aussi une forme de rupture qui s'établit entre les gens qui habitent au gratte-ciel, c'est vraiment très amélioratif. Et dans les années 30, on voit le terme, c'est vraiment les bourgeois en fait, qui sont là. C'est pas vrai, c'est des HBM, c'est des familles nombreuses en fait, qui s'installent là, donc c'est très classique. Mais c'est tellement valorisé que justement il y a cette distance. Les communistes d'ailleurs arrivent au pouvoir dans une logique de critique. Eux proposent au contraire une planification vraiment par quartier, en rupture par rapport à cet ensemble-là. Mais c'est toujours très investi, c'est même maintenant surinvesti. Et c'est un partage toujours de privé et public, enfin, il y a de l'habitat social Alors voilà, oui, c'est vrai. Y compris par valeur privée. Alors en fait, c'est l'ensemble, c'était un bail amphithéotique, mais bon, c'est de 60 ans en réalité. Et donc le foncier est tombé dans le patrimoine municipal à partir en fait de 1993. Donc depuis, on a toujours la SBU qui s'en occupe, mais elle a été en fait, elle a eu charge d'autres constructions d'abord. Mais elle a été intégrée en fait dans l'office d'HLM de la ville. Et c'est une forme d'aberration administrative, c'est-à-dire qu'on a en fait un office d'HLM et en même temps on a toujours la SBU qui existe. Et ce qui a été très problématique pendant très longtemps, qui maintenant est plus apaisé parce que la SBU a eu d'autres opérations foncières. Je voulais poser une question par rapport à l'intervention de Barbara Morovic. C'est concernant la place des artistes dans le projet Horizon, c'est ça? Quel statut donneriez aux images que ces artistes produisent justement en tant que... quel pouvoir finalement ces images-là peuvent avoir, dans quelle mesure? Statut ou pouvoir? Parce que c'est-à-dire, le statut pour moi c'est... si vous parlez des statuts, vous me renvoyez à l'idée de statut d'œuvre d'art ou pas? C'est-à-dire, parce qu'il y a tout un débat... C'est pas par rapport au statut d'œuvre d'art, c'est par rapport au statut que ces images peuvent avoir justement dans la question du pouvoir que ces images véhiculent dans la représentation des quartiers populaires. Oui, par rapport justement, je soumets la question
mais par rapport justement à ce que peut produire l'anthropologie ou l'urbanisme. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, c'est en effet la posture transdisciplinaire. En effet, le fait qu'on mélange les approches, ça permet de produire des outils nouveaux, de notre point de vue, bien sûr. Et donc, c'est des outils qui procèdent d'une analyse de la situation sociale et urbaine, qui est une analyse portée plutôt par les chercheurs en sciences sociales et en urbanisme, et ensuite qui est, comment dire, appropriée ou réappropriée par les artistes qui, quelque part, puisent dans les recherches sociologiques et urbaines des matériaux. Mais ce qui est intéressant dans la transdisciplinarité, c'est aussi l'inverse, dans le sens où nous, sociologues, anthropologues, urbanistes et architectes, nous puisons également dans tout ce qui est production artistique. Et donc, effectivement, il y a un métissage, il y a donc la production d'un savoir complexe. Et je vous donne un exemple. Nous avons produit des cartes de mobilité. D'ailleurs, ça m'a fait penser à votre intervention quand vous parlez des constellations, à travers des entretiens d'histoire de vie et de parcours résidentiel d'habitants. Nous avons produit des cartes de mobilité à l'aide des graphistes et des designers et nous les avons publiées sous forme d'un produit vraiment transdisciplinaire, dans le sens que c'est à la fois un produit de connaissances, mais c'est un produit qui peut être facilement lisible par tout le monde et pas seulement par des initiés à l'art contemporain. Nous voulons justement, notre idée c'est de démocratiser ces savoirs aussi à travers l'invention de nouveaux langages qui puissent être perceptibles par les personnes de toute classe sociale confondue. Voilà, donc voilà. Après, l'analyse de notre impact, c'est quelque chose qu'on est en train de faire et qui est très probablement beaucoup plus, comment dire, propice que ça soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne le faire, plutôt que nous-mêmes parler de notre travail, voilà, des impacts. Plutôt inviter, notre idée c'est d'arriver à inviter un anthropologue, une anthropologue prochainement pour analyser l'impact de notre production. Je me permets de poser une question par rapport à, c'est une question plus ouvre à tout le monde, mais qui est peut-être plus large, trop large peut-être. C'est cette question des associations en France en fait, et l'importance de la vie associative et de l'association comme structure juridique qui n'a pas son équivalent par exemple dans le système britannique. Difficile de traduire ce que c'est qu'une association. Et je me demande si ça, bon, il y a déjà le problème de la fragilité des associations, fragilité des structures de financement, etc. Mais je trouve que c'est quand même, c'est comme une sorte de béance dans le discours français par rapport aux problèmes sociaux de banlieue, d'intégration, d'exclusion. Ça n'apparaît pas dans le discours médiatique, le rôle, l'importance, la diversité de la vie associative en France, alors que c'est effectivement quelque chose extrêmement important. Alors je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça, par rapport à pourquoi cette espèce d'absence dans le... alors qu'il y a une présence immense. En tout cas, c'est mon point de vue, habitant en France, mais extérieur néanmoins. Vous voulez aller-y on peut voir en fait justement, il y a des études qui ont été faites sur les associations justement municipales, il y en a d'autres évidemment, mais on voit quand même un changement très important. Dans l'entre-deux-guerres, on a un nombre assez conséquent d'associations, c'est-à-dire pour associations sportives et autres, et surtout à partir quand même des années 60, on a une réduction de ces associations. C'est-à-dire qu'il y a un... Alors, après, oser l'interprétation, c'est toujours un petit peu difficile, mais il y a quand même un effet, la conséquence c'est ça, un effet de repli sur soi. Parce que on commence petit, que moins de personnes sont membres d'associations aussi. Donc il y a quand même une réduction. Après, par rapport aux politiques, le politique a toujours aussi un regard un peu méchant. Le politique produit un discours qui est très uniforme, qui va vraiment lisser absolument tous les emprunts extérieurs. Moi je le vois, par exemple,
pour construire ces ensembles-là, s'inspire de modèles étrangers, mais dans le discours, ça va être une production autonome, locale, et on valorise par derrière en fait, la figure du majoral, et on efface en fait notamment les faits et la session. Exactement. Alors justement, pour rebondir justement sur ça, en effet, la présence associative, notamment dans les quartiers populaires, a été fondamentale, au-delà du fait qu'elle est très présente en France, mais elle est fondamentale parce que les associations construisent l'urbanité des grands ensembles ou des quartiers populaires. C'est à travers les associations qu'on met en place une vie de quartier, qu'on met en place progressivement des rites dans des lieux qui sont des lieux complètement nouveaux, où les gens sont quelque part un peu perdus au niveau mais pas réellement, parce que bon, après ça se fait quand même assez vite, mais quelque part, ils débarquent tous là, tous ensemble. Donc il y a une véritable prégnance particulière à ces contextes-là. Et ensuite, je suis complètement d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, quelque part, les associations qui sont absolument, en gros, pour les politiques, les associations préparent le terrain. C'est tout ça. Elles préparent le terrain. Elles préparent le terrain, elles font un travail absolument de fourmi. Je connais des associations qui sont présentes depuis 20 ans dans des caves, beaucoup dans des caves, dans le quartier de Pierre. Mais une fois que la rénovation urbaine est arrivée, il y a une réappropriation du discours. Et très souvent, les associations sont, voilà, c'est vraiment le bottom-up par rapport au top-down, c'est-à-dire, voilà, on leur demande d'être relais, mais en même temps, en gros, on s'approprie de leurs bonnes idées et on dévalorise en même temps le travail. Donc pour moi, moi je suis convaincue que la rénovation urbaine, aujourd'hui, comme elle est portée en France, c'est vraiment un discours qui fait qu'il y a une augmentation de la stigmatisation d'abord, et surtout aussi une non-reconnaissance de ce travail du jour au jour que les associations. Merci, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, allez-y. I had a question for Pascal, if I could. I thought it was very interesting listening to what you had to say. I was just interested to know more about the specific housing estates that perhaps you've studied in the Paris region. Perhaps maybe tell us a bit more about why they've been chosen and kind of how they add to your research. And secondly, I was just wondering whether you think we can talk of a universal failed housing estate, from the modern period, or whether you kind of have to bear in mind the different contexts in which they exist. Because I'm wondering whether if you have a failed housing estate and the planner's written a book about why this should really work as an idea, as a plan of action. I'm thinking of people like Emile Ayoub, who planned the estate that's featured in La Haine. Whether that's really maybe more of a failure than someone who's simply just trying to do, stockage for men. It's simply just to house the people who are coming from the slums inside Paris or the bidonville and places like that. So it's a bit of a long question. Yes, well, we did not work in the Paris region. But yes, we should be prudent to say that there is universal failure high-rise estates. I think that's very important, and it's very much dependent on the context. I think in areas where housing shortage is large and huge, those estates might be functioning better than in areas where housing shortage is not such a problem. Above that, the discourse is very important. We also have some research on attitudes towards ownership. That's very different from country to country. In Belgium, what really has promoted home ownership since the end of the 19th century. Everybody wants to become an owner as soon as possible. This is not the case in Germany, and this is not the case in Sweden and the Netherlands. And of course, this has consequences for the housing technology who are on the market. So it's not a universal failure, but a lot of times, and in a lot of countries, even in Germany, even in Sweden, even in the Netherlands, even in the UK, we will have mass housing estates who are in trouble.
And of course that depends on the context. It also depends on the economic situation of the region. If the economy goes down, a lot of other things go down, and then mass housing is the first to go down. You can put it like that. Une question pour Denis. Je disais tout à l'heure, on a compris ce qu'on appelle les effets financiers, c'était aussi financé par la municipalité de Villeurbanne. Tu as parlé tout à l'heure du premier récit de la ville du XXe siècle. Quand en faisant une thèse, tu vas découvrir des récits, en reconstruire un autre. Je voulais savoir quelle était la posture de la municipalité, est-ce qu'ils étaient demandeurs, en attente, est-ce que tu avais des directives? Moi j'avais une grande méfiance en fait par rapport au projet CIF. Parce que c'est quand même une relation de deux côtés, employeur-employé aussi. Et une grande méfiance, mais j'avais fait en fait mon Master 2 en résidence au RIS, enfin un système de résidence d'étudiants. Donc c'est un centre culturel avec les archives, espaces d'exposition, avec toute une production justement de récits, forme d'exposition, ce que vous présentiez, c'est vraiment artistique notamment, sur la ville, et l'approche historique à part. Et sur les relations, justement, j'étais assez content parce que j'ai fait mon Master 2 sur les usages politiques de l'histoire, jusqu'à l'époque contemporaine. Et il y avait une réaction en fait, très positive, puisqu'il m'avait pris en fait, pour la thèse. Et j'ai eu aucune directive du tout. Et c'est heureux. Mais c'est vrai qu'il y a, à la base, quand même une méfiance qui peut se poser en disant il y a peut-être un risque qu'on veuille réorienter en fait, mon travail. Ce n'est pas le cas. Moi, j'ai déconstruit beaucoup de choses. C'est pas toujours évident non plus d'ailleurs de déconstruire sur le mythe de convivialité est caractéristique de ce qu'on entend aujourd'hui. On dit que c'est un effet classique, c'est-à-dire qu'il y a une critique du contemporain, du temps présent, et donc on dit avant c'était mieux. Moi ça m'énerve au plus haut point, la cité idéale, c'est agaçant. C'est toujours cette approche-là, et moi ça m'énerve beaucoup, c'est pour ça que je fais de l'histoire d'ailleurs, parce que nous on passait pas mieux sur une page des 30, du fascisme. Donc non, c'était pas mieux. Mais surtout, on peut le voir de manière très concrète, c'est-à-dire que on peut voir les tensions, notamment, qui émergent. Et donc moi, je vais aussi déconstruire beaucoup de choses là-dessus. Et le retour, il sera ce qu'il sera. Hein. C'est sûr que les habitants ne vont pas se retrouver sur un récit. Mais après, c'est le jeu aussi d'une alliance université-municipalité. Voilà. Fallait pas monter si facilement. Non, mais c'est vrai que c'est un jeu derrière. Mais c'est vrai que ça, moi par contre, c'est le politique me soutient complètement. Mais je dirais, c'est plus avec les habitants ou les associations, où là, il y a des enjeux mémoriaux entre le discours, le caractère prescripteur de l'historien, qui pose un récit construit, et qui se trouve face en fait, à des témoins qui vivent leur vie. Moi, je ne suis pas Villeurbanais, donc je n'ai pas ces attaches-là. Et c'est ces tensions qui peuvent émerger, et ça, c'est très très problématique. Parce que, au contraire, les associations demandent à être représentées, et c'est plus les habitants qui demandent à ce que leur histoire apparaisse dans le texte, parce qu'il y a une forme de reconnaissance. Et c'est plus des habitants que politiques, en fait. C'est une expérience un peu parallèle à Paris, où en fait, dans des municipalités communistes, il y a quand même une forte orientation de la part de la municipalité pour la reconstruction d'une certaine histoire, qui recoupe de près une certaine histoire aussi des habitants. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant parce que moi je dis ça, mais c'est une position interne. Et c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui sera après dans les usages. La question des usages, des récits, ce qui en est fait, après peut-être qu'on jouera là-dessus. Bon, on va, je pense, clore la séance, prendre un thé dans une manière bien britannique. Et ça reprendra à 3h30 en principe. On a commencé avec 10 minutes de retard, donc je pense que vous avez largement le droit à un quart d'heure de thé. Ça va, Christina? Ouais, donc il est 22, ouais, on prend un quart d'heure.